Alors bonsoir à tous les trois, je suis vraiment ravi de vous retrouver et de parler de ces deux ouvrages-là qui commencent déjà, j'imagine, à faire parler d'eux. On va commencer par Frédéric, une fois n'est pas coutume, par l'éditeur pour présenter les deux découvertes que sont ces auteurs. Un premier roman avec Paolo Bellomo et déjà un cinquième roman avec Audrey Villelmy, mais qui est déjà connu, bien connu au Québec et bientôt en France, j'en suis persuadé, qui a déjà sévi ici. Frédéric, raconte-nous l'histoire de ces deux ouvrages, de ces deux hommes et femmes que tu nous présentes pour cette rentrée littéraire. Bon, j'ai appris il y a une minute que j'allais présenter les deux auteurs, donc je vais improviser vraiment parce que voilà, j'ai pas un discours prêt pour eux. Je vous les ai présentés il y a quelques semaines dans le cadre d'une réunion de rentrée littéraire, mais il s'est passé tellement de choses depuis, et puis on s'est mieux connus. Voilà, il y a eu un week-end breton avec Paolo, il y a une arrivée de d'Audrey il y a quelques semaines à Paris. Et forcément, ça change le regard. Donc, je vais improviser sur ces sensations-là. Je dirais que le travail éditorial ou l'arrivée de ces deux textes dans ma vie, puis des deux auteurs, se fait de la même manière. Bon, pour Paolo, c'est évident, c'est un premier roman, donc le texte est préliminaire. Quant à Audrey, même si c'est une autrice qui était confirmée au Québec et qui avait publié plusieurs livres en France chez Grasset, je l'avais jamais lu. Voilà. Donc, quand les deux textes me sont arrivés au tripode par mail, je les ai lus avec un niveau d'innocence assez total. Et c'est pas fait exprès, mais les deux livres ont des particularités qui les rapprochent de manière très forte. D'abord, c'est deux romans de métèques. Voilà, on a deux auteurs de langue française qui ne vivent pas en France et ça fait beaucoup de bien. Enfin, Paolo vit en France, mais il est originaire des Pouilles et il réussit ce prodige d'écrire un premier roman dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et Audrey donc vit au Québec. L'autre particularité, et ça elle saute directement aux yeux, c'est qu'on a deux univers qui sont très forts. Donc le livre d'Audrey Villemy, Peau de sang, nous plonge dans une ville perdue dans un hors-temps, au milieu d'une nature très présente, dans lequel on va découvrir la vie d'une communauté. Et Paolo, c'est à peu près la même chose. On se resitue dans un roman où, au tout début, on ne sait pas exactement où on est. On a juste un drame dans une ville, d'un meurtre. Là aussi, les deux romans s'ouvrent comme ça. Et on va rentrer de plein pied dans deux histoires qui vont aller très très loin, qui sont des romans d'enquête d'une certaine manière, puisqu'on va essayer de dénouer cette tragédie qui se crée au début. Et le troisième point qui rassemble Paolo et Audrey de manière pour moi extraordinaire, qui m'a fait basculer en fait dans l'envie de les publier, c'est évidemment la langue. Voilà. On a affaire à deux romanciers, mais qui sont aussi dans un rapport poétique à la langue qui est assez extraordinaire. Quand je dis poétique, c'est pas des romans en vers, mais c'est une connaissance des mots, de la musicalité d'un langage, d'une porosité des sensations qui fait qu'on a affaire presque à des réalisateurs. Quand on plonge dans les deux romans, on est tout de suite immergé dans un paysage en cinémascope presque, avec des travelling, avec des zooms avant, des zooms arrière. Voilà, c'est ça qui moi m'a conquis. Et j'espère que cette soirée va vous permettre d'entendre la fabrique de ça, c'est-à-dire comment quand on est aussi jeune, parce que d'ailleurs Paolo et Audrey, si je me trompe pas, je crois que vous avez qu'un an d'écart à peu près. Je sais pas. T'as quel âge, Paolo? J'ai 37. Ouais, j'ai 38, donc effectivement. L'honneur est sauf. Voilà, donc je ne me suis pas planté, mais c'est très très jeune pour les niveaux de maturité que vous exprimez à travers vos textes. Donc moi, je trouve que ça serait passionnant d'entendre ce soir comment, quand on a 38 ans en 2024, je te vieillis, hein, Paolo, mais bon, euh, on en arrive à imaginer des univers qui, d'apparence et en mots, sont tellement loin de ce qu'on voit couramment en littérature aujourd'hui. Voilà, c'est pas du roman reportage, c'est pas des confessions intimes, c'est des vrais univers avec une charge poétique qui est énorme. C'est tout mon souhait pour ce soir. Voilà, moi je vais être spectateur aussi de ça parce que quand on publie des livres, c'est aussi pour rencontrer des êtres et j'estime que je suis qu'au début de la rencontre avec vous en fait. Et tu as entièrement raison. Évidemment, sur ces univers-là, sur la maturité de leurs œuvres, j'ai pensé beaucoup à Jacques Abeille. On a l'impression que véritablement, ils sont déjà dans cette phase-là
Et c'est ça qui est fou et à la fois déstabilisant, j'imagine, pour l'éditeur et aussi pour les auteurs. Alors j'aimerais que vous nous parliez de cette genèse, évidemment, parce que quand on vous lit, on est véritablement surpris. Alors, dans le style, on est surpris par Peau de sang, clairement, on est déstabilisé d'entrée de jeu. Pour Paolo, on est davantage déstabilisé par l'univers et par tout ce qui va s'en suivre et par la déliquescence des choses. Euh, Comment vous travaillez finalement à la fois, on va parler du rythme, de la langue tout à l'heure, mais d'abord l'idée d'un roman. On sait que Paolo, c'est lié davantage au chant. Pour Audrey, on est davantage dans l'incantation. Il y a quand même cette musicalité, ce rythme, cette langue qui vont nous parler et dont on va parler ce soir. Mais d'abord, avant tout cela, la genèse, comment on crée finalement deux romans qui sont aussi denses finalement. Allez, on va Est-ce que commencer tu veux y aller, Paolo? par Audrey. Allez. OK, je suis Vas-y, bon. vas-y. Ben, c'est une question que j'adore. J'ai fait ma thèse sur le processus de création littéraire, comment l'image vient s'y mêler, puis comment tout, finalement, ce qui arrive de l'extérieur est d'une certaine façon digéré par le processus de création littéraire et ce qui en résulte est une sorte d'absorption et de transformation du réel. Donc, on est effectivement dans mon univers, dans un non-temps, un non-lieu. C'est drôle parce qu'en France, souvent, mettons, même dans les médias, ça va être identifié comme ça se passe au Québec, ça se passe pas au Québec, il n'y a pas un endroit qui ressemble à ça au Québec. Donc, on est vraiment dans un climat qui est boréal, mais qui n'est pas spécifiquement québécois, qui pourrait être tout autant en Norvège qu'en Sibérie que dans le Grand Nord canadien. C'est- Mais ça reste évidemment teinté par un, un folklore et une culture qui sont celles, entre autres, de l'hiver, entre autres du catholicisme qui a quand même été très présent jusqu'il y a 50, 60 ans au Québec. Donc, il y a des éléments qui, pour moi, sont de l'ordre de l'imaginaire, mais qui, une fois publiés, apparaissent de l'ordre davantage des référents culturels. Je m'en rends compte depuis que je suis arrivée ici. Pourtant, a des référents culturels que moi, je ne voyais pas, que je ne me voyais pas utiliser et qui sont quand même en place. Pour la Genèse, ben déjà, c'est mon sixième livre, donc il y a quand même un background sur lequel m'appuyer et c'est quand même des personnages qui font écho les uns aux autres. Ce qui a été le point de départ, c'est souvent très anecdotique et là, c'est vraiment absurdement peu poétique. J'étais chez le dentiste, puis il y a eu la chanson Belle de Notre-Dame de Paris qui jouait et qui m'est restée dans la tête après. Puis, enfin, là, on parle de quelque chose d'il y a 7-8 ans, là, ça fait longtemps. Là. Puis elle me sortait pas de la tête, puis j'étais plus capable de l'entendre. Puis euh, essentiellement, je me suis mis à me dire, c'est quand même intéressant parce que c'est vraiment une figure féminine qui est gravitationnelle. C'est-à-dire que toute l'intrigue, que le personnage dans Notre-Dame de Paris d'Esmeralda, c'est un personnage qu'on connaît très, 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 très peu. Mais on a accès par cette figure-là à toutes sortes de personnes différentes qui se trouvent à être en orbite autour de cette femme-là. Puis je trouvais que c'était quand même un point de départ intéressant d'un point de vue romanesque et j'ai eu envie de penser à une figure qui serait construite de cette façon-là, c'est-à-dire dont on ne sait même pas le nom. Pourtant, on ne connaît pas son nom. Donc, qui est inventé par tout le monde et qui est là pour aider chacun à se rapprocher de lui-même plutôt que d'être là pour exister en elle-même. Donc, c'était vraiment ça la genèse de ce projet. Alors, est-ce que pour Paolo, il y a une musique particulière qui s'est inventée pour vous? Oui, bah, le projet, comme vous l'avez dit, naît de chant, c'est-à-dire que comment on travaille quand on écrit un roman. Moi, comme c'est mon premier, j'ai envie de répondre, on bricole. C'est-à-dire que je n'aurais jamais pensé que j'allais écrire un roman. C'est quelque chose qui me faisait peur, hein, comme construction, c'était quelque chose de trop gros, trop articulé pour moi. Et en fait, c'est arrivé par le biais justement de 9 chants que j'avais écrits avec un ami compositeur, Jacopo Raffaele, où je m'étais donné comme je ne vous fais pas toute l'histoire, ça venait d'une pièce à la base qui ne s'est pas faite, mais
je m'étais donné comme contrainte d'écrire 3 chants de deuil, 3 chants de guerre et 3 chants de joie. C'était une contrainte créative. J'aime bien travailler avec les contraintes. Et une fois qu'on a travaillé, qu'on a composé ces 9 chants, on s'est posé la question de ce qu'on allait en faire. Et on s'est dit un concert, mais finalement, le concert nous frustrait un peu parce que toutes les personnes qui écoutaient ces chants disaient ah mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas de quelle époque ça vient, et du coup je me suis dit pourquoi ne pas jouer sur la supercherie, mais pourquoi garder le spectateur dans la supercherie jusqu'au bout. Je trouvais que c'était un peu méchant et ça valait pas le coup, et du coup j'avais envie que cette supercherie tombe, et du coup j'ai créé un personnage d'ethnomusicologue qui commençait une conférence et qui ensuite perd des pieds face à son public et qui commençait à conter un conte qui reliait les chants entre eux. Et en fait, à la base du roman, il y a ce conte qui relie les chants entre eux, qui m'est servi un peu comme structure, squelette, que j'ai du coup écrit assez légèrement, hein, comme une espèce de trame très ramassée et très dense. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu une voix qui s'est mise à me parler, qui est la voix qui ouvre le roman, la voix du petit Fayed, qui est une voix que je croyais être un monologuante. Et au bout de quelques pages, il s'est mis à dire des choses qui n'allaient pas passer sur scène. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était peut-être un roman, je l'ai suivi. Et là, il y a eu plein de personnages qui sont apparus et j'ai travaillé plutôt en faisant confiance à ceux qui apparaissaient sous mes yeux, ceux qui apparaissaient sous mes oreilles. Je suivais la logique des gens que je rencontrais, des personnages que je rencontrais, la logique de certaines scènes, et ça faisait naître des développements, des excroissances du roman qui ont fini par donner Fayed. Voilà. Et si vous êtes d'accord, est-ce que je peux faire passer le son au minimum 20 à 30 secondes pour qu'on puisse aussi entendre ce chant-là, si ça vous va, tous les trois? Oui, tout à fait. Oui. Allez, on y va alors. Vous l'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez à nouveau là? Vous pouvez peut-être partager le lien. Ouais, je vais mettre le lien dans le chat. Je pensais que vous l'entendiez. Très bien. Bon, alors tant pis, je vais mettre le lien dans le chat d'ici quelques instants. Euh, on va parler évidemment de la langue, de vos deux niveaux de langage finalement. Alors Audrey, c'est, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement déstabilisant d'entrée de jeu et vous dites continuellement, et Frédéric l'avait dit également, de se laisser porter totalement par le récit pour éviter de buter sur quelconque mot, quelconque scène finalement. Comment vous avez travaillé la mécanique, parce qu'on peut concrètement s'y perdre, c'est une sorte de risque, c'est une sorte de pari aussi en tant qu'auteur. Euh, Comment vous avez créé cette mécanique-là pour que le lecteur, lambda, entre guillemets, puisse entrer quand même dans votre roman? C'est pas une chose que j'avais vraiment dans ma tête en écrivant le texte, à proprement parler. Comment quelqu'un de purement aléatoire pourra rentrer dans ce texte-là. Mais ce qui m'importait quand j'ai commencé à l'écrire, c'était vraiment de m'assurer que tout ce qui était là était justifié et que donc le lecteur qui fait confiance, qui accepte d'entrer dans la dynamique linguistique et narrative qui est en place, je le trahirai pas. Il est en sécurité dans ma parole, il est en sécurité dans ce que j'ai à lui proposer. Et c'était vraiment ça qui était au cœur de ma démarche d'écriture. Après, il y a différentes questions assez amusantes à se poser. Donc, le roman ouvre, c'est probablement l'extrait que je vais vous lire tantôt. Peau de sang est morte. Ça s'ouvre, je veux dire, je vous vole aucune surprise, c'est la première phrase. Euh, donc, elle est morte et c'est elle qui raconte l'histoire. Et on va donc remonter 1 an en arrière et retracer sa vie. Donc, la première question qui était intéressante à se poser, c'est qu'est-ce que ça implique de parler une voix d'outre-tombe? Puis souvent, les voix d'outre-tombe sont très désincarnées. Elles n'ont pas vraiment de corps, c'est des voix de la pensée, de l'esprit, c'est des voix qui flottent, des voix qui n'ont plus vraiment de sensation.
Là, avec Potier, on est complètement ailleurs. C'est une femme de corps, c'est une femme qui était une travailleuse du sexe, donc elle a un rapport à sa chair, à sa peau, qui est très affirmé. Mais je voulais quand même traduire le fait que c'est une voix qui ne répond plus au même code, au même sens que les nôtres. La stratégie que j'ai trouvée, c'est d'enlever les points. Une voix Et les qui... majuscules. Non, les majuscules sont... s'il n'y a pas de points, il y a des majuscules, mais il y a plus de majuscules, mais il y a des majuscules pour les noms, il y a des majuscules pour les noms de lieux, il y a pas... C'est pas tout en minuscules, puis tu sais, j'ai conservé les virgules, les points-virgules. C'est un texte qui est quand même très découpé, mais il n'y a plus le point qui traduit l'idée d'une finitude. Donc, je me suis dit, une voix de l'au-delà peut très bien donc se passer de finitude. Et ça a été un peu ma façon d'explorer ce que ça pourrait être une voix qui ne répond plus au même code que les nôtres. Parallèlement à ça, euh, au début, il y a des voix qui se sont mises à interrompre cette voix-là. Au fil de l'écriture, elles sont apparues comme des voix qui commentaient. Donc, il y a le discours de Peau de sang, puis chaque fois que j'écrivais, j'avais comme... Au début, c'était comme si elle s'auto-commentait, mais progressivement, ces voix-là se sont affirmées pour moi. Puis je me suis dit, OK, il y a quelque chose à creuser, à développer par rapport à ça, parce que cette présence-là est trop régulière au fil de l'écriture. Et donc, je peux pas mettre juste des voix comme ça parce que moi, je les entends dans ma tête, là. Donc là, il y a eu un gros travail qui a été fait pour que ces voix-là, ben, finalement, elles se précisent, elles s'affinent, elles deviennent, elles deviennent une fonction narrative efficace et qu'elles soient intéressantes. C'est-à-dire qu'au départ, elles ne sont pas si clairement identifiées que ça, mais progressivement, on entend vraiment le cœur des femmes du village. Et plus ça avance, plus il y a certaines voix qui avancent, qui font un pas par en avant, qui retournent dans le cœur. Donc, je me suis retrouvée à travailler avec un cœur de tragédie grecque, vraiment, finalement, somme toute conventionnelle, mais qui change progressivement de fonction au fil du roman jusqu'à venir à la fin vraiment faire basculer la structure du texte puis qu'est-ce que les personnages racontent. Donc, c'est vraiment une espèce de cohabitation fluide. Euh, c'est pas un roman qui a été très dur à calibrer. J'ai eu des romans qui ont plus résisté que ça pour moi dans leur écriture. C'est un roman qui a été très agréable à écrire, puis pas du tout dans la résistance. Le seul effort ou travail vraiment de structure langagière qui a été à faire, c'est comment faire en sorte que ces voix-là changent de fonction d'une façon qui est suffisamment progressive, mais suffisamment significative pour que ça soit clair pour le lecteur. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'impression que vous supprimiez quasiment toutes les respirations. Étant donné qu'elle parle de manière d'outre-tombe, on sent qu'il n'y a plus de respiration, qu'on est dans un long fleuve qui est loin d'être tranquille. Et de l'autre côté, Paolo, c'est un petit peu pareil finalement, parce qu'il y a cette voix de Fayel qui parle avec son plexus, qui a du mal finalement à faire sortir les mots du corps. Et donc là, on est dans à la fois une contradiction puisque il y a du silence d'un côté et de l'autre, pas vis-à-vis du corps, mais il y a surtout cette respiration qui vous correspond tous les deux. Et je trouve que c'est intéressant de voir une écriture qui respire ou qui ne respire pas, pour le coup. Comment vous pouvez écrire finalement sans cette respiration-là, tous les deux. Et on va commencer par Paolo. Bah, plus qu'un manque de respiration, je parlerai pour Fayel petit, Fayel qui a 7 ans, j'irai plus par le manque d'air et la nécessité de respirer, d'attraper l'air le plus possible. C'est ça qui a guidé un peu sa prise de parole initiale. Il y a quelque chose de cet ordre-là où il ne peut pas y avoir d'air. C'est comme, je dirais qu'il y a une volonté de ne pas laisser de la place au vide, si j'essaie d'analyser mon personnage. Et du coup, il doit remplir par ce flux de paroles que j'imite là, incessamment. Et ça a été quelque chose qui, si je reprends l'image qu'a utilisé Frédéric tout à l'heure du travelling,
m'a permis quelque part de lui faire garder les yeux ultra ouverts et ultra réceptifs à tout ce qui se passe autour. Parce qu'il a besoin que ça vienne d'ailleurs, quelque part, de face à un drame trop gros pour lui. Du coup, ça a été quelque chose qui m'a animé dans la tentative de saisir cette parole qui est arrivée d'emblée comme ça. Après, j'avoue que pour moi, par rapport au calibrage, il y a eu toute une phase du travail, différemment d'Audrey, où je me suis rendu compte pendant que j'écrivais, dans les premières versions du roman, il m'arrivait de perdre cette parole de Fayed. Et du coup, il y a eu toute une phase de réécriture où je devais désassagir la langue. Je devais remettre ce manque d'air pour retrouver la langue de Fayed et pour que je ne perde pas le personnage à cet âge-là et pas son émotion. C'était fondamental pour moi. Après, je me suis rendu compte aussi que il y avait des choses que ça ne devait pas être Fayed qui devait les raconter. Et du coup, il y a eu d'autres personnages qui sont apparus ou des narrateurs un peu plus distants qui permettent aussi au lecteur de ne pas être submergé par ce manque d'air et par cette respiration qui joue un peu comme un soufflet. C'est extrêmement intéressant ce que vous venez de dire sur la perte des personnages au fil de l'écriture. Vous, tous les auteurs mettent beaucoup de temps, en principe, à écrire des romans. Comment on fait finalement pour ne pas perdre la gouaille, pour ne pas perdre la voix, pour ne pas perdre l'état d'esprit d'un personnage qu'on pourrait perdre au fil du quotidien avec différents événements, un décès ou toute autre chose finalement, n'importe quel événement tragique qui pourrait se passer pourrait peut-être faire perdre une certaine aura ou une certaine originalité d'un personnage. Est-ce que vous avez un rituel tous les deux pour garder ces personnages en vous le plus longtemps possible? C'est une bonne question. Paolo, vas-y donc voir que je réfléchisse à ma réponse. Oui. Bah, moi, il y a quelque chose, ce n'est pas tout à fait de la triche, mais quand vous avez dit Fayal qui parle avec le plexus, pour moi, ça, c'est un indice que j'ai réalisé après coup. Il parlait vraiment avec le plexus. Et en fait, tout simplement de repasser par un exercice physique où je réactive mon plexus me remet tout de suite, me rend tout de suite à nouveau frère de Fayel, me permet de me remettre avec lui et de retrouver vraiment l'état corporel dans lequel il est quand il prend la parole. Après, il y a d'autres personnages qui prennent la parole dans mon roman, comme Jessup Peel, qui ne la prend pas tout le temps, ni très longtemps, mais par exemple, elle, c'était des yeux écarquillés qui lui donnaient même un accent différent de tous les autres. Pour moi, elle a un accent radicalement différent des autres, par exemple. Et ça passe souvent par le corps. Et la présidente, qui est l'extrait que je vais vous lire tout à l'heure, elle, c'est plutôt une connexion mâchoire-entraille avec une très grande énergie dans les membres, dans les extrémités. Et en fait, c'est souvent par un rituel corporel que j'arrive à les retrouver. Parce que vos deux romans, ils sont extrêmement sensoriels. On voit tout ce qui s'y passe autour, on arrive à toucher les éléments, on arrive à sentir tout ce qui s'y passe. Est-ce que c'est justement par là aussi, Audrey, que vous arrivez à garder ce personnage en vous le plus longtemps possible? Mais pour moi, ça ne me demande pas spécifiquement d'effort. Je ne sais pas comment. J'ai un rapport étrange à l'écriture qui est que, je me relis peu, en fait, presque pas. Puis quand je me relis, non, je reprends cette phrase. Je me relis maladivement pendant tout le temps de la période d'écriture. Mais une fois que le livre est publié, je ne le relis pas. Donc, je n'ai pas relu mes autres livres. Mais quand je les relis pour X raison, parce qu'il faut que j'en lise un extrait, une fois j'ouvre un de mes anciens romans, il y a un sentiment de décalage extrêmement grand qui s'opère. C'est comme, je me souviens plus d'avoir écrit ça. Et c'est proche du sommeil, en fait, comme état l'écriture pour moi. Il y a un niveau d'absorption, et de présence simultanée à l'absence de soi qui font que ça se fait un peu tout seul. Puis il n'y a pas de facilité non plus à forcer. Il n'y a pas de moyen de faire en sorte que si je suis pas inspirée, si je suis pas capable de me connecter
à mes personnages, je puisse m'asseoir devant mon ordinateur et écrire quand même. Il faut que cette présence-là soit en place. Il faut que je sois capable de m'enraciner dans l'écriture naturellement. Si ça fonctionne pas, je fais d'autres choses. Je fais beaucoup d'art visuel, donc ça aide. Je fais beaucoup de choses avec mes mains, en fait, du jardinage. Je m'occupe de mes chiens, je fais du tricot, de la couture, des bijoux, peu importe, de la peinture ou du dessin, de la photo. Mais s'il y a une trop grande résistance entre moi et le texte, plutôt que d'essayer de le reconvoquer, je fais juste aller faire d'autres choses en sachant de toute façon, après le nombre de livres que j'ai fait, que ça va revenir. Ça n'est pas disparu pour tout le temps. L'écriture est en place, est en jachère, est en train de faire son travail en mode somnolence pour l'instant. Donc, je peux lui faire confiance, et je peux faire confiance au processus, ça va me revenir. Mais en même temps, on parlait des sens puis du rapport au corps. C'est sûr que le fait que je travaille beaucoup avec mes mains pour le reste des choses de mon quotidien est une façon peut-être de me reconnecter à ces figures-là. Mais c'est pas spécifiquement en peau de sang, c'est plus largement à l'écriture. Très bien, très bien. Alors, on va parler justement de la narration, puisque vous prenez deux parties pris. D'un côté, la narration d'une femme qui est quand même très particulière, avec ce surnom peau de sang, et qui a donc une narration à hauteur de femme et à hauteur de morte, surtout, et de l'autre côté, à hauteur d'enfant. Comment finalement vous choisissez quelle voix remporte la mise dans un récit? Parce qu'au final, c'est quand même quasiment le plus important, cette narration ça va être votre souffle, ça va être votre voix, ça va être votre respiration aussi, même quand il n'y en a pas. Mais dans tous les cas, la narration première, la première narration des personnages principaux, elle est capitale et elle donne clairement le ton de ce qui va suivre. Est-ce que vous, est-ce que finalement ça s'implique, ça se convoque à vous tout naturellement? Pour Audrey, j'imagine que cette voix de femme était une évidence même, mais peut-être pas. Et pour Paolo, vous avez, j'ai cru comprendre, eu quelques doutes peut-être sur la narration à hauteur d'enfant. Et ma deuxième question est celle de la documentation, finalement. Est-ce que vous vous êtes renseigné? Est-ce que vous avez côtoyé pour Paolo une matière un petit peu plus puérile pour voir finalement l'état d'esprit d'un enfant de 6 7 ans? Et de l'autre côté, Audrey, est-ce que vous avez parcouru Fréquenter des certains morts. fréquentés des morts? Exactement. Ben, je peux déjà dire, oui, quand la voix de peau de sang est arrivée, elle s'est imposée à moi. Mais il y a une longue période, puis ça c'est vrai à chaque fois, euh, où c'est comme des vocalises ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je vais essayer, j'ai une scène au départ. Donc là, j'avais la scène de cette femme-là qui est pendue entre ses oies blanches et donc dans une plumerie. Donc il y a des plumes, tout est très blanc, puis du sang au travers. Donc c'est une scène qui était très visuelle. Et cette scène-là, elle pourrait être écrite depuis littéralement n'importe quelle perspective. Donc, depuis la poignée de porte, depuis les yeux du noix, depuis le plancher, depuis mon regard à moi, depuis... Donc, dans cette période d'exploration-là, je vais tester toutes sortes de perspectives sur la scène pour essayer d'arriver à un son, une voix qui sont celles qui vont m'être évidentes après. Puis ça prend quand même beaucoup de temps à réussir puis je parle, là, ça me prend des fois 6 8 mois, là. Tu sais, je sais ce que je veux faire, je sais comment je veux le raconter, mais je sais pas encore ça va être quelle tonalité. Et là, c'est très long. Une fois que j'ai trouvé, après, il n'y a plus autant de lutte avec cette voix-là. Pour le travail de recherche, je fais beaucoup de travail de recherche lexicale, euh, beaucoup de dictionnaires visuels, de recherche de dictionnaire des symboles, de synonymes, mais aussi beaucoup vraiment pour les termes techniques. Puis, j'en profite parce que c'est arrivé il y a 3 jours pour vous raconter un mini exemple. Récemment, je fais le même travail avec l'intelligence artificielle, spécifiquement avec ChatGPT. Je lui demande, je lui écris toujours des messages extrêmement cordiaux et extrêmement précis. J'aime bonjour, je travaille sur mon roman, ça se passe dans un milieu maritime, euh, de chasse à la baleine autour du 18e siècle, dans des bateaux qui pouvaient contenir entre 12 et 20 pêcheurs environ.
Peux-tu me donner un champ lexical détaillé des mots sur un bateau? Ça évite essentiellement d'avoir à aller dans un dictionnaire avec des planches ou un dictionnaire illustré. Il me sort toute une série de mots que je connais, mais que, tu sais, OK, ça me les ramène à mon esprit, c'est super, il me donne les définitions. À travers ça, il y a un mot, c'est frégaton. Comme frégaton, très bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Puis il écrit grande boîte dans laquelle on conservait l'eau douce. J'étais comme, OK, c'est tellement bizarre, ils conservaient ça dans une boîte. Puis je me dis, hey, ça devait être. Là, je me fais toute une narration sur un bateau fantôme parce que tout le monde s'est empoisonné avec l'eau douce. Donc là, tu sais, l'imagination littéraire embarque. Puis je demande à ChatGPT, peux-tu me donner plus de détails sur le frégaton, c'était bâti comment? Il me répond, c'est une erreur de ma part, ça n'existe pas. Donc là, je suis comme, OK, mais pourquoi, quel chemin t'amène à construire ce mot-là? Comment t'en es venu, toi, intelligence artificielle, techniquement, sans imagination, à inventer un mot et une fonction pour ce mot-là qui n'ont jamais existé, qui existent nulle part? Là, après ça, on est tombé plus dans la dimension philosophique et le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Mais ce qui me semble intéressant, bon, quand je travaille comme ça, je me fie jamais à ce que ChatGPT me dit, juste pour que ça soit vraiment clair. Après, je prends un autre dictionnaire, je le revalide toutes les définitions, je les retravaille autrement, puis ça m'amène souvent à me rendre compte, par exemple, qu'il y a toute une liste de mots qui manquent aussi à la liste qu'il m'a fournie. Donc, c'est vraiment un jeu de ping-pong. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que dans ce jeu de recherche lexicale-là, il y a des scènes qui apparaissent. Puis, tu sais, là, c'est apparu avec Frégaton, qui est encore plus drôle parce que ça n'existe pas. Mais dans les lexiques, tout ça, il y a tout ce travail-là permet aussi au livre de se construire. Donc, la construction, la langue, c'est nécessaire pour transmettre la fiction, mais ça contribue aussi à la construire et à la déployer. C'est mon anecdote très gâteau. Fun fact. Paolo. Moi, non, le fait que ce soit un enfant qui parle, c'était évident parce que c'est Fayel le premier qui est venu me parler, m'adresser la parole. Après, il n'a pas le monopole de la parole dans le texte, c'est-à-dire que voilà, Fayel, entre la moitié du livre, si vous voulez, on est entre Fayel à 7 ans et Fayel plus âgé, Fayel ado, mais qui est déjà en début d'adulte, si on veut, et même entre les deux, il y a une différence de parole assez radicale. Et ensuite, il y a d'autres gens qui venaient prendre la parole. Et j'ai l'impression à chaque fois, leur laisser la place et voir ce qu'ils ont à dire et comment ils ont à dire et je vais voir si ça me parle. Et si ça me parle, en fait, je leur laisse de la place dans le roman. Et par rapport à comment me documenter, c'est même la parole d'un enfant ou la parole de quelqu'un qui a du pouvoir, c'est plus que d'aller chercher une espèce de fiction documentaire, d'adhérer le plus possible à comment telle ou telle autre personne, ou telle autre catégorie de personnes parle vraiment. J'essaye de créer une fiction cohérente de ce qu'est cet enfant de 6-7 ans et de ce qu'est un personnage qui a beaucoup de pouvoir et qui a beaucoup de violence en lui, par exemple. Du coup, c'est plus, je trouve, la façon de rendre quelque part crédible à la lecture cette parole-là, plus que d'aller la chercher dans la réalité. Après, le travail documentaire, c'est fait chez moi plutôt moins par rapport à la langue que par rapport à, par exemple, le monde de l'apiculture, que je connais très mal. J'ai lu beaucoup de choses sur l'apiculture. J'ai regardé beaucoup de vidéos d'Archivina et des choses comme ça, pour des choses qui finalement prennent 1 page et demie dans le roman, mais je peux y passer 5 jours. Et j'adore, et ça m'amène ça me plonge, en fait, dans un monde que derrière, je peux fictionnaliser dans ma tête, dans lequel je peux bouger avec les bons mots, des images qui se modifient, se transfigurent devant moi, et je dis, c'est pas vrai, mais dans les yeux d'un enfant, ça a du sens. Du coup, je vais lui donner du sens dans mon livre. Voilà. L'autre chose qui vous rapproche, ce sont ces noms de personnages.
Vous avez quand même un imaginaire qui est foisonnant. J'aimerais que vous nous parliez de cette mécanique finalement, de cette volonté de mettre aussi dans les noms de personnages une originalité, une musicalité. Et tous les lecteurs, j'imagine, en tout cas moi c'est mon cas, j'ai cherché des anagrammes, j'ai cherché constamment s'il y avait des sens cachés, j'ai cherché beaucoup et j'aimerais savoir s'il y a vraiment des solutions, s'il y a quelque chose derrière finalement tous ces noms de personnages que je trouve fabuleux. Et c'est ça qui est génial. Je ne sais pas si ça existe, si des gens dans le monde ont ces surnoms, ont ces noms et peu importe finalement. Mais qu'est-ce qui se passe derrière la volonté de mettre des prénoms si originaux, si inédits et des surnoms, notamment pour Audrey? Mais en fait, les prénoms, noms, les noms de lieux sont super importants dans mon imaginaire, entre autres parce que ça a été vraiment important dès le départ de faire en sorte que on sache pas on est où ni quand. Donc, si mon personnage s'appelle Catherine, mais c'est sûr, chez nous, moi, dans mes classes, quand j'étais à l'école, il y avait 6 ou 7 Catherine dans une classe de 30 là. Fait que c'est sûr que si mon personnage s'appelle Catherine, c'est une femme de mon âge au Québec. C'est comme... Et donc, pour moi, c'était l'exemple de comme, OK, la langue peut aider à définir en un instant une époque, une génération pour une culture qui partage les mêmes référents. Mais donc, si je veux pas faire ça, si je veux au contraire amener la personne à se dire, OK, je suis dans un monde qui est créé de toutes pièces pour moi et dans lequel mes référents et mes repères ne sont pas les mêmes codes que cet univers-là, ben, il va falloir que je travaille la langue en ce sens. Et donc, mes personnages, ben, j'ai des cahiers de noms, en fait, à la maison. Quand je suis en des projets d'écriture ou que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, ben, justement, je vais continuer mon cahier de noms, je vais faire des listes, je vais faire des recherches sur des prénoms du 16e siècle, des choses comme ça. Donc là, je me retrouve avec vraiment des listes de noms. Et je travaille très fort aussi à ce qu'il y ait des emprunts culturels différents pour que les sonorités soient pas, par exemple, toutes irlandaises ou toutes latines ou toutes scandinaves. Je veux au contraire aller emprunter des sons à toutes sortes de cultures différentes pour précisément qu'on n'en ait pas de repère, puis qu'on sache pas euh, on est où, on est quand. Et à travers ça, il y a des personnages qui ont des noms tout à fait communs, comme il y a un des personnages dans Peau de sang s'appelle Pierre. Il y a pas de, tu sais, il y a des, mais à côté, il y a Tamiel, il y a Sulfureur, tu sais, donc on a une espèce de variation dans les lieux et les temps convoqués par ces noms-là qui contribuent à créer l'espèce d'effet de décalage qui m'intéresse. Et chez moi, il y avait aussi une vraie volonté qu'on ne sache pas où on était et quand on était. C'était le même principe que pour Audrey. Pour moi, c'était important parce que ça laisse pour moi une porte d'entrée pour l'imaginaire beaucoup plus grande, en fait. On permet davantage l'histoire et les images de rentrer. Et moi aussi, j'avais une petite liste de prénoms que je voulais utiliser, mais ma démarche a été un peu différente, c'est-à-dire que il y a 2 espaces dans le roman. Il y a disons la montagne et la ville d'origine. Et en fait, j'utilise que des noms, des prénoms qui existent réellement dans 2 cultures orales, en fait. Et la façon dont j'ai déjoué même la recherche Google pour qu'on puisse savoir d'où est-ce que ça vient, c'est que je me suis inspiré de ce qu'on fait parfois avec des langues qui ont d'autres alphabets que l'alphabet latin ou des cultures orales. En fait, j'ai translittéré en français la prononciation de noms que j'ai pu entendre dans ces 2 cultures-là. Évidemment, j'ai choisi, dans mes petits cahiers, j'ai choisi les noms que pour un lectorat français soit difficilement, voire que ce soit impossible d'identifier. Et en créant, tout en utilisant des noms qui viennent d'un même lieu, des références qui partent dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que Vitelarim de Talud et Marisabed peuvent être des prénoms
le retour qu'on m'en a fait, on dirait que ça vient plutôt du Moyen-Orient. Alors que Vitelarins, on est complètement dépaysé. Et Chan, ça peut renvoyer à quelque chose plutôt d'asiatique, mais en réalité, tous ces prénoms-là viennent d'un même endroit. Et si ce n'était pas enregistré, je vous dirais même où c'est. Mais je préfère garder laisser ça pour les réunions éphémères, pour ne pas donner de clés à chaque fois. Très bien. Et alors, il y a autre chose aussi, c'est que vos deux romans sont aussi des romans de villages, de petites communautés qui s'observent, qui se reluquent, qui se reniflent, qui se détestent, qui s'invectivent. Est-ce que c'est le terreau idéal finalement quand on a vos deux imaginaires aussi débordants? Est-ce que les petits lieux, les lieux plutôt restreints, avec peut-être un petit peu finalement aucune barrière. On a l'impression qu'une fois qu'on sort de cette enclave, tout s'ouvre de manière beaucoup plus grande. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue? La localisation d'un roman, elle est capitale, même si elle n'existe pas, mais on est quand même dans vos deux romans dans quelque chose qui est reclus, qui est de l'ordre. Alors moi, j'ai comparé ça à des affaires de faites entrer l'accusé, notamment. On est toujours dans des petits villages, des petites bourgades, des bourgades finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est apparu évident? Est-ce que c'est là finalement que les drames les plus terribles se passent? De manière, alors on va pas généraliser, mais en tout cas, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de commun dans vos deux romans par rapport à cela. Et non, c'est pas là que les drames les plus terribles se passent. Je pense pas que c'est spécifique à la ruralité ou au secteur plus isolé que la détestation de ses voisins ou même l'observation de cette espèce de sentiment de proximité-là. Je pense que pour avoir habité 15 ans à Montréal, ça se vit aussi en ville et de la même façon, en fait. Mais d'un point de vue d'autrice, le fait d'avoir un petit lieu me permet de le contrôler au complet. Donc, de contrôler l'ensemble de ces parties et donc de centraliser dans un espace beaucoup plus restreint et donc compréhensible euh, pour moi comme écrivaine d'ailleurs, d'abord pour pas me mêler dans plein de quartiers, plein de chemins, et pour le lecteur aussi qui comprend, OK, on est dans le temps du conte, là. On est dans le château, c'est ça le château, il y a de la forêt autour, puis c'est tout. C'est comme, ça permet que tout le monde partage de façon claire l'espace narratif dans lequel l'intrigue se déploie. Puis je pense que pour avoir essayé d'écrire un texte qui s'appelle Le corps des bêtes, qui se serait passé dans un cadre où il y avait beaucoup de civilisation, puis que j'ai fini par tout jeter, puis à refaire dans un fort où il y a qu'une famille, euh, travailler avec une population urbaine, ça implique, par exemple, beaucoup d'instances extérieures. Ça implique un système de justice, ça implique un système financier, ça implique un système de transport qui, même il y a 600 ans, ça impliquait un système de justice que de vivre en ville. Alors qu'un village peut fonctionner selon ses propres codes, selon sa propre autorité, comme une mini-mafia, mettons, ou une structure qui est, qui est plus souple d'un point de vue romanesque que la ville qui fonctionne nécessairement par centralisation des expertises. Donc, pour moi, je trouve ça plus facile, la ruralité, dans cette perspective-là. Et pour moi, en réalité, je vois la ville d'origine de Fayel plus comme une ville que comme un village. C'est-à-dire, si j'avais si je pouvais imaginer une population à cette ville, je dirais entre 15 000 et 20 000 habitants quand même. Sauf qu'il y a un effet un peu de déformant qui est donné par le regard de l'enfant qui grandit à peu près dans le même quartier. Mais pour moi, la façon dont les choses se montent ou évoluent aussi dans cette ville, une scène comme la scène du marché qu'il y a dans le roman, c'est urbain, mais c'est d'une petite ville provinciale, on est d'accord. Mais il y a quelque chose presque peut-être de l'héritage du village qu'était cette ville, ça c'est sûr, mais la dynamique du petit, pour moi, est donnée davantage par le regard d'enfant.
que par le lieu lui-même. J'ai cette impression-là. Et pour répondre à la question, non, il y a des drames. Peut-être le fait d'être dans des réalités petites fait ce que les drames soient immédiatement collectifs. Alors que dans une ville, les drames peuvent être privés, individuels et d'une tristesse infinie, davantage peut-être. Quand on a vos deux univers réunis, finalement, on s'interroge aussi sur vos maîtres littéraires. Qu'est-ce qui, finalement, qui vous influence? Alors, je sais que Paolo aime beaucoup Larry Tremblay, ce qui rassemble, ce qui rapproche Paolo peut-être du Québec et d'Audrey. Mais on voit aussi finalement beaucoup d'univers à travers vous. Tous les deux, finalement, on pense à Roberto Bolaño peut-être. On pense à de grands maîtres, finalement, de littérature. Mais j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus tous les deux sur ce qui vous a animé en tant qu'auteur et en tant que lecteur. C'est Et ce sûr n'est que pas de encore mon côté, et ce n'est oui. pas encore la question de l'auteur méconnu, hein. Mais c'est sûr que de mon côté, Anne Hébert a été vraiment une très grande influence, ne serait-ce que vu l'âge que j'avais quand j'ai découvert ses œuvres. Donc, Anne Hébert, une autrice québécoise qui a été très importante, publiée dans les années 90, 80, c'est une longue étendue, mais, moi, j'ai été, puis 80, 70, j'ai été très surprise quand je l'ai découverte. J'avais 16 ans, c'était à l'école. Mon professeur nous avait donné un livre, Gabriel Roy, qui est quand même une littérature très austère et très des petites choses du quotidien. Puis après, il nous avait donné à lire Anne Hébert. Puis moi, j'en revenais pas que ces femmes-là publiaient à la même époque. C'est comme si je pouvais pas croire que les deux types de voix se mêlaient de cette façon-là, alors qu'une me semblait tellement archaïque. J'étais quand même jeune, puis depuis, je suis quand même plus capable d'apprécier Gabriel Roy, alors que l'autre était tellement audacieuse du côté d'Anne Hébert. Donc, Anne Hébert, vraiment pour son travail poétique, son travail de la violence faite aux femmes, son travail de l'émancipation des femmes, de la place du désir du corps. En fait, c'est vraiment, je dirais, une influence marquante. Après, c'est sûr que, tu sais, je revisite en ce moment pour d'autres projets des éléments qui ont marqué mon imaginaire de, d'adolescente, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la constitution des univers. Donc, l'espèce de mécanique, les logistiques en arrière. Donc là, je lève les yeux là parce que le livre que je me suis trouvé là, c'est Tolkien et la science. Donc, de quelle façon, par exemple, on peut créer des univers, mais en empruntant à des codes végétaux ou je vous parlais de l'intelligence artificielle, comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne. Ce genre de choses-là m'intéresse beaucoup. Donc, tous les univers qui se créaient et se développaient au fil du temps, sur une longue durée, m'ont fasciné, que ce soit justement Tolkien, la Bible, les séries fantastiques pour jeunes. Euh, Récemment, je pensais à Monsieur Malocène qui m'ont beaucoup fait rire. Donc, tous ces éléments sériels-là qui ont des espèces de structures englobantes m'ont aussi beaucoup influencé, mais ma première réponse, ce serait quand même Anne Hébert. Alors, Paolo. Voilà. Bolagne, pour moi, c'était une immense découverte pour répondre à ce qu'a dit Bolaño. Quand je l'ai lu la première fois, on me l'avait conseillé parce que j'aimais beaucoup Cortázar et on m'a dit regarde, si t'aimes Cortázar, c'est un peu le nouveau Cortázar. Je commence à lire, j'ai dit mais ça n'a rien à voir, c'est quoi ce truc? Et finalement, il m'emporte complètement dans un monde qui est radicalement, et dans une écriture qui est radicalement différente de celle de Cortázar, mais quelque part, peut-être Bolaño m'a montré par l'évidence des choses, la connexion qu'il pouvait y avoir entre la littérature et l'amour de la littérature et une immense vitalité. Ça part dans tous les sens, c'est puissant, c'est habité en fait. Le désir de lire et d'écrire est complètement connecté au désir de coucher avec les gens, de se bagarrer. Il y a cette connexion-là qui s'est faite chez moi avec les détectives sauvages et dont je lui suis très, très reconnaissant. Après, si on arrive à lire cette influence-là dans mon livre, comme ça, je suis heureux. Mais après, ça marche aussi par couche. C'est-à-dire, il y a des auteurs qui m'ont beaucoup marqué à différents âges, qui sans cesse continuent sans doute continuent d'œuvrer à moi, mais que je vais peut-être pas avoir à l'esprit
aujourd'hui, dans la littérature italienne, j'ai été un amoureux de Calvino, mais il y a eu quand même une bascule qui s'est faite il y a une dizaine d'années où je me suis mis à faire ce défi de lire les contemporains, l'extrême contemporain. Et quand j'ai lu Moresco en italien, les premières fois, pareil, c'était un ovni complet, où il débarquait avec une langue qui est une œuvre qui s'était faite en 30 ans d'écriture acharnée. Et moi, ça m'intéressait, ça me concernait, ça me déplaçait en tant que lecteur, en tant qu'être humain et sans doute aussi en tant qu'écrivain. Et ce déplacement s'opère aussi par la traduction. Larry Tremblay, je l'ai connu d'abord en tant que lecteur et j'ai fini par le traduire en italien. Le théâtre de Moresco aussi. Et du coup, il y a aussi des espèces de fraternité qui se créent à cet endroit-là. Les rues sont beaucoup comptées. Pour moi, je sens que c'est un immense chaudron avec des ingrédients qui parfois chez une pensée, parfois mais ça s'équilibre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Justement, vous parlez de traduction, vous avez finalement fait tous les métiers de la chaîne du livre ou presque, Paolo. Comment on organise son esprit quand on devient romancier? C'est votre premier roman et j'imagine que là, je ne sais pas comment vous le qualifiez, si c'est un aboutissement, si c'est une évidence, mais en tout cas, vous avez tellement été bercé par les mots depuis si longtemps dans vos différents métiers. Qu'est-ce que ça vous fait finalement d'être enfin, alors enfin, je ne sais pas si le mot convient, mais en tout cas d'être auteur, d'avoir un premier roman publié, et ensuite, dans votre esprit en tant qu'auteur, comment vous avez finalement organisé les choses quand on a déjà traduit Calvino, Larry Tremblay et tant d'autres, comment on organise son esprit quand on écrit un premier roman? Est-ce qu'on se sent légitime? Est-ce qu'on est inquiet, angoissé, stressé? Quelles émotions vous ont traversé? Je crois que je vais commencer par répondre à la deuxième question, comment on organise ça. Je crois que j'ai eu vraiment besoin de compartimenter, c'est-à-dire de séparer les choses dans mon esprit, c'est-à-dire que quand on est libraire, on voit le nombre de livres qui sortent, on voit le nombre de livres qui sortent et qui sont pas lus, et si on pense à ajouter une pierre à ça, ça risque juste d'être cauchemardesque. Il y a ça. Mais j'en parlais à une amie qui m'a dit oui, mais ça t'a pas fait l'effet aussi, et pourquoi pas moi? Et en vrai, non, pas spécialement. C'est pas ça qui s'est passé. Après, entre la traduction et l'écriture, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que ce sont deux pratiques qui, quelque part, s'entretiennent l'une l'autre. C'est-à-dire que le fait d'avoir une pratique quotidienne de la traduction fait que la plume est toujours chaude, quelque part. Et du coup, il m'est arrivé de pouvoir faire des choses que quand je traduisais pas et que je travaillais sur d'autres projets d'écriture, j'arrivais pas à faire. C'est-à-dire qu'il y avait des journées où je pouvais m'asseoir et écrire un quart d'heure parce que j'avais la pratique d'écriture donnée par la traduction au matin. Et du coup, dans l'écriture, il n'y avait pas de blocage, il y avait une espèce de flux continu qui était là. Après, je crois que le fait d'avoir vu à peu près toute la chaîne du livre, mais ne venant pas de ce milieu-là, ou n'ayant pas côtoyé des gens qui étaient là-dedans, m'a aidé aussi à trouver les codes pour m'adresser à une maison d'édition qui pouvait avoir une ligne éditoriale qui pouvait réagir et qui pouvait être sensible à ce que j'avais fait, ça oui. Ou même comment écrire, comment envoyer un mail, parce qu'on évolue quand même dans des métiers où parfois les gens se plaignent que des gens qui ne sont pas du même métier n'utilisent pas les bons codes quand on s'adresse à eux, et ça peut être aussi une façon de se faire rejeter son manuscrit sans que ce soit même pas ouvert. Je sais pas si Frédéric marche comme ça, mais je connais des éditeurs qui marchent comme ça, de connaissance, je crois pas. Mais quelque part, ça m'a donné un peu plus d'assurance, rien que pour faire la démarche d'envoyer ça aux éditeurs. Et je suis juste ravi que ça se passe comme ça. Je
je pouvais pas rêver mieux. Voilà. Très bien. Alors, on va faire une petite photo de groupe avant qu'Audrey prépare le premier extrait à lire dont elle a parlé tout à l'heure. Et ensuite, ce sera au tour de Paolo. Voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Audrey, c'est à vous pour le premier extrait. Et n'oubliez pas de réactiver le micro. C'est un sage conseil. Merci. C'est donc l'ouverture du roman dès le départ. Longtemps, j'ai enseigné ma faim. À l'heure de ma mort, je pends entre mes bêtes, cheveux et corps et mains, mon visage basculé vers le plafond, mes yeux avalés par la pénombre. Dans la rue, les hommes se demandent s'ils sont ouverts ou fermés, mes yeux. Personne ne les voit. Tout ce qu'on distingue dans la lumière du quinquet, ce sont mes côtes, mes seins élongés, ce qu'il reste d'une jupe de soie blanche. Du sang tombe en gouttes noires sur les viscères empilés, sur les carcasses des oies, sur le cou mince des jarres qui s'amoncellent près de l'étal. Au-dessus de mon comptoir, je tiens attaché par la gueule et par les poignets. Celui qui m'a hissé là n'a pas su comment bien s'y prendre. Il a d'abord percé mon menton comme le bec d'une canne, puis, se ravisant, a étiré mes bras plus haut jusqu'aux traverses du toit. De l'autre côté du vitrage, un homme serre son chapeau contre son ventre. Il le pétrit à pleine main. Mis à part ses doigts qui tordent le feutre, il est figé dans l'hiver, le front long, la bouche entr'ouverte. À côté, un autre enfonce ses poings dans les poches de son ménage. Il les presse contre ses cuisses où il se pince. La noirceur masque ses gestes. Un troisième s'approche, déboutonne son col. Le vent s'engouffre dans sa casaque. Son manteau se soulève, s'affaisse, et la froidure lui mord le cou. Sans y penser, un quatrième roule et déroule son foulard autour de ses poignets. C'est Pierre, petit Pierre, Pierre à la soie, Pierre malheureux. Il écarte les bras et la soie râpée de ce temps. Le claquement des fibres le fait sursauter. Il fronce les sourcils, bat des paupières comme au sortir d'un songe. Il sent derrière lui la meute qui croît. Les hommes, libérés de leur ouvrage, s'accumulent devant les chopes. Prise entre la nuit blanche de la rue et la lumière chaude des vitrages, la boutique est un falot qui perce l'obscurité des commerces. Parfois, un filet de vent traverse un carreau fendu. Il souffle sur le plancher et soulève les plumes derrière la vitre. Elles s'élèvent entre les cadavres des oies, pendues par le bec. Elles se bercent au bout de leurs crochets. Leur ombre enfle et rapetisse sur les murs. Leurs ailes tombent lourdes de chaque côté de leur flanc. Le poids de leurs panses étire leur cou, révèle le duvet caché des gorges. Tandis qu'ils cherchent de l'autre côté du vitrage à percevoir mes yeux, ouverts, fermés. Pierre retrouve son visage sur le carreau, son front dégarni, les cernes qui rongent ses joues, la barbe bleue qui perce le glabre habituel de son menton. Il se découvre hirsute et vert. Bientôt, il ne distingue plus dans la fenêtre que le reflet de la rue. Il se voit, me regardant, et derrière lui, il voit tous les autres qui s'assemblent dans le noir. La neige tombe épaisse sur eux, coupables, aimés. Elle enveloppe leurs épaules de ses deux grandes mains pâles. Merci Audrey. Et alors, c'est peut-être la manière dont vous lisez que j'attendais le plus, parce que finalement, je ne sais pas si Frédéric, tu es d'accord avec moi, c'est surprenant, je m'attendais à un rythme beaucoup plus soutenu, parce que je l'ai lu comme ça, avec une respiration extrêmement forte, en exaltation presque. Et du coup, vous avez pris le contre-pied total en tant qu'autrice de le lire de manière extrêmement lente, posée. Et je trouve ça très surprenant finalement, et ça veut bien dire que ben, je me suis trompé, euh, Ça peut-être. veut pas dire, je me permets de dire, ça veut pas dire que vous vous êtes trompé. Il y a personne qui se trompe dans la façon dont tu lis un livre. Non, mais c'est très intéressant. Je trouve que le rythme que vous y mettez me donne l'envie de le relire avec ce rythme-là.
parce que peut-être que je suis passé à côté d'autre chose. Je ne sais pas si Frédéric, tu as un avis là-dessus, et peut-être que c'est la première fois que tu l'entends lire un passage aussi. Et est-ce que tu as été autant surpris que moi ou pas du tout? Alors, c'est pas la première fois, mais j'ai jamais été surpris d'une lecture d'Audrey parce que, et ça vaut pour Paolo là aussi. Je suis désolé, j'ai l'impression de marier de force deux auteurs, mais ils font ce qu'ils Normal. veulent. Mais c'est étonnant de voir comment, et chez Audrey et chez Paolo, l'écriture procède d'une réconciliation. C'est-à-dire, quel que soit leur terrain de vie, quelles que soient les tensions qu'ils peuvent manifester, ils en ont au présent. Quand je lis leur texte et quand je les entends lire le texte, puisque j'ai aussi entendu Paolo lire un extrait, il y a quelque chose qui relève d'une grande sérénité. Voilà, quel que soit le niveau de violence ou de, voilà, donc je ne veux pas te mettre en porte-à-faux en disant, t'as vraiment rien compris, Anthony. Je pense que comme Audrey, on peut lire le texte de mille manières. On peut en faire un texte haletant, on peut en faire. On a fait une présentation récemment, je disais, ça peut être un Cluedo aussi, avec cette scène inaugurale d'un meurtre et la recherche d'un coupable. Euh, mais moi, j'y vois avant tout ce côté choral qu'on retrouve aussi chez Paolo, c'est-à-dire subitement, on voit émerger des consciences dans dans un déploiement qui n'a rien à voir avec les dessins à la serpe qu'on peut faire de personnages de temps en temps pour maintenir quelque chose de vif et de haletant. Voilà. Il y a quelque chose de très, très apaisé finalement pour moi dans l'œuvre. Ouais. J'ai Alors, envie de rebondir. Il y a quand même une différence et qui, Anthony, à votre défense, j'ai enlevé les voix pour beaucoup dans cette première partie-là, les interruptions des autres voix qui coupent le fil de lecture de la plumeuse. C'est très difficile il y en a certaines que j'ai gardées, puis qui étaient comme plus faciles à intégrer. Mais sinon, pour vous faire une lecture qui se peut, je peux pas commencer à faire 25 voix différentes qui vont s'entremêler. Puis c'est sûr que le fait que la plumeuse soit sans cesse interrompue et sans cesse reprenne le fil de sa pensée crée un effet cadencé que là était probablement moins marquant. Il y a aussi que lire n'est pas la chose qui me rend la plus à l'aise, donc ça se peut que je sois pas la plus efficace non, mais pour le je trouvais ça personnage. très intéressant. Moi, j'ai senti l'urgence avec ce cœur, quasiment ce cœur antique qui vient à chaque fois interrompre. Finalement, je me suis dit peut-être qu'Audrey Vilhelmy aime couper la parole. Mais non, apparemment pas ce soir. Mais j'y ai vu de l'urgence, j'y ai vu quelque chose voilà, de vital, d'une avance perpétuelle. Et c'est vrai que Frédéric a aussi raison, je pense aussi, sur cette sérénité. Mais en le lisant, en tout cas, j'y ai vu ça, mais je trouve ça très intéressant la manière dont vous l'avez lu et ça prouve que le livre, votre livre peut avoir tellement de lectures et tellement d'orientations différentes et peut-être aussi de métaphores finalement. On n'a pas parlé de la métaphore tout à l'heure, mais on y reviendra. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment apprécié cette lecture qui m'a fait voir un autre angle du livre et je trouve ça vraiment très bien. Paolo, Merci. c'est à vous. Oui. Du coup, je vais vous lire un passage qui est plutôt vers la fin du roman, mais ça ne divulgage rien, j'espère. Je dors mal. Je n'en peux plus de cette peau qui pèse dès le réveil comme une armure flasque sur mes os, sur mon squelette plein d'arthrose. Je voudrais qu'on me débarrasse de ce poids, que je n'ai pas à subir tous les jours l'humiliation de ce corps lourd, laissé par le temps et les insomnies. La nuit, j'aimerais disparaître, être englouti par un sommeil sans rêve, puis être recraché le lendemain hors de mon lit et qu'on oublie ces heures ignobles. À une époque, j'avais trouvé. Je me couchais dans le coma. Du vin, plusieurs verres pendant le repas du soir, des digestifs, des cocktails, ce qu'il y avait. Je composais en fonction des soirées. On ne peut pas trop faire la fine bouche quand il s'agit de sa survie. Et pour finir, des somnifères qui correspondaient parfaitement à mon métabolisme. Je remerciais tous les soirs mon médecin pour ce qu'il appelait les pilules du sopor. C'est un vieux mot, sopor, ça veut dire coma ou presque. Il aime les vieux mots, mon médecin, surtout quand ils sont si beaux. Le sopor, c'était l'idylle. Pendant des longues, extraordinaires années avec mon médecin, il augmentait mes doses dès que mon cocon se laissait fissurer par les bruits ou par les rêves. Il était si compréhensif. Et chaque jour, je me réveillais comme si je m'étais jamais couché.
je me mettais debout pour reprendre la marche que j'avais interrompue quelques heures avant. Souvent, je découvrais sur moi les habits de la veille. Ça facilitait les choses. Une petite prière, une petite douche, et j'étais prête pour le petit déjeuner. Et tout cela sans jamais avoir arrêté d'être la présidente. Pas une seconde. Formidable. Mais là, ça y est, ça revient. Je dors mal. Ça a commencé il y a une quinzaine de jours, une nuit où je me suis fait réveiller par le ronflement de mon mari, un son gras, puissant, qui a pénétré mes tympans et s'est frayé un chemin jusqu'à ma conscience. Éveillé. Impossible de replonger dans le néant. Un étau de migraine, la laine puante, les os en feu et le cœur qui part en vrille et ne semble suivre plus aucune cadence. C'est la haine, la fureur qui m'a donné la force de me lever et d'aller jusqu'au Waters pour me faire vomir et voir si ça pouvait changer les choses. Rien. Cela n'a rien fait. Docteur, c'est revenu. Je ne dors plus. Ça, c'est moi, le lendemain. Merci, Paolo. Merci pour ces deux lectures à tous les deux. Quelque chose qui vous rapproche aussi, c'est peut-être l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'ailleurs. Pour Audrey, c'est l'apprentissage de peau de sang aux autres femmes, finalement, de la liberté et de la condition féminine, de l'indépendance, mais surtout de la liberté. Et pour Paolo, c'est aussi l'ailleurs salvateur, l'ouverture sur un autre monde, qui là aussi va sauver bon nombre de choses. Euh, Qu'est-ce qui vous sied tant, qu'est-ce qui vous plaît tant finalement sur cette ouverture du monde, sur cette ouverture vers l'extérieur, vers autrui? Je trouve que c'est deux grands romans humanistes et deux grands romans qui permettent aussi de, avec, au travers peut-être de certaines métaphores, mais en tout cas c'est ce que j'y ai vu, quelque chose d'une main tendue vers l'autre. Ben, euh, pour autant, ce qui m'intéressait vraiment beaucoup, puis c'est pas autant abouti que dans le livre que ça l'est dans ma tête, et c'est quelque chose que je continue de développer. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'idée de permettre à chaque individu d'être entièrement qui il est dans un contexte sécuritaire pour lui permettre après d'être capable d'accueillir les autres tels qu'ils sont. Donc, Fautsan, elle reçoit chez elle les hommes, parce que c'est une travailleuse du sexe, qui arrivent avec leurs pulsions, leurs désirs, des choses qu'ils ne feraient pas avec leur compagne, qu'elle est capable d'accueillir, qu'elle est capable d'encadrer aussi d'une façon assez ferme, euh, et en définissant ses propres limites, mais en permettant quand même à chacun d'explorer qui il est. Mais elle fait ça aussi avec les femmes du village, avec les jeunes femmes du village qui vont vers elle pour apprendre à broder. Euh, et l'hypothèse derrière ça, c'est qu'essentiellement, en permettant à chacun d'entre eux d'être une version un peu plus confiante ou solide ou assumée d'eux-mêmes, elle leur permet aussi d'accueillir qui sont les autres. Ou enfin, c'est c'est ce qui m'intéresse comme pensée un peu plus philosophique en arrière du projet, c'est-à-dire comment chacun peut être comme une rencontre entre l'espèce de concept d'individualisme et d'universalité, c'est-à-dire que comment dans l'expérience individuelle qui est excessivement spécifique, on peut finalement devenir un humain capable d'accueillir vraiment plus vastement l'expérience des autres aussi. Et Paolo alors. Voilà, Paolo. Pour moi, ça allait avec une volonté de déjouer un peu le fantasme des origines, c'est-à-dire du fait qu'avant un événement donné, tout allait bien. C'est-à-dire on est dans une communauté où on voit déjà à l'œuvre des conflits. Il n'y a pas un événement qui crée une catastrophe. Il n'y a pas l'arrivée de quelqu'un, il n'y a pas l'arrivée. Et quelque part, partir du présupposé que une communauté est une communauté aussi parce qu'il y a des conflits et aussi parce que il y a des choses qui ne vont pas, en fait, permettait, et je crois que ça a permis à mes personnages de voir qu'en fait, leur communauté, c'est une communauté qui se crée, qui doit se créer au fur et à mesure, que leur identité ne vient pas nécessairement de là où ils sont nés ou d'où là sont nés les autres, mais c'est un processus qui évolue chemin faisant au fil des rencontres. En fait, c'est imaginer en fait ce pas vers l'avant qui est aussi un pas vers l'autre. En fait, le fait de ne pas avoir quelque chose de figé d'emblée
qui peut être voilà, heureux, bienheureux, et que quelqu'un d'autre vient ruiner, permet de comprendre qu'en fait, les choses n'étaient pas parfaites avant, ne vont pas l'être après. Du coup, autant aller vers des gens avec qui on a une sensibilité commune, avec qui on peut partager des choses tout en se discutant peut-être, mais ne pas rester là où on est, ne pas rester figé ou contraint par une place, un endroit donné qui nous est donné d'avance. Voilà. J'ai cru comprendre, Paolo, aussi que ça a failli être une pièce de théâtre au départ. Euh, il me semble, hein, si mes informations sont bonnes, en tout cas vous y avez pensé. Comment tous les deux, finalement, vous imaginez, parce que vos univers, ils sont clairement cinématographiques, on voit des images, on ressent les choses d'une manière tellement forte. Est-ce que vous avez imaginé quelque chose au-delà du livre, au-delà de la littérature, que ce soit via le théâtre, le cinéma, la poésie potentiellement aussi, puisque vous avez deux univers extrêmement poétiques qui n'ont rien à voir avec la poésie, entre guillemets, classique, mais vos univers sont clairement dans l'ordre des choses. J'aimerais que vous nous parliez peut-être de ces thématiques culturelles qui pourraient germer vis-à-vis de vos deux œuvres ou de vos deux imaginaires. Est-ce que vous êtes sollicité en la matière? Pas forcément sur ces deux romans peut-être, mais de manière plus générale, est-ce qu'il y a des liens qui se créent entre ces différents arts? Ben, moi, je travaille en art visuel quand même beaucoup aussi, donc les différentes expositions j'ai travaillé beaucoup sur la fabrication, par exemple, de talismans, là. Les talismans que j'ai créés sont des petits objets qui empruntent des éléments de la nature. Donc, par exemple, dans Potin, on a les oies, puis ça, il y a beaucoup d'ossements dans ces talismans-là. Et des techniques de perles, de perlage, de bijouterie, de joaillerie, vraiment pas de perlage de la façon des Premières Nations, mais plutôt vraiment des montages de structures en perles qui continuent les formes ou qui les transforment. Plus proche de la broderie, si on veut, ou des enjolivements de vêtements religieux, par exemple. Donc, il y a toutes sortes de techniques de ce côté-là. Je travaille d'un point de vue vestimentaire, je travaille d'un point de vue justement d'art textile au-delà du vêtement. Donc, oui, c'est un univers qui se déploie à l'extérieur et qui, en fait, se ramène aussi après en forme littéraire. Ça me fait rire parce que, Paolo, tantôt, tu parlais de l'apiculture puis du fait que tu pouvais lire pendant des siècles. À un moment donné, dans Peau de sang, elle doit teindre un fil en rouge pour une robe qui est en train d'être cousue. C'est littéralement 5 mots. Et pour écrire cette scène-là, là, j'ai fait plein de recherches sur les pigments, sur les éléments, les plantes naturelles pour la teinture. Mais après ça, moi, j'en fais des arts textiles, puis j'en fais de la broderie, puis j'en fais du tricot. J'ai dit, hey, mais j'ai toutes ces informations-là, je vais faire des recherches, puis je vais le tester. Donc, l'été passé, j'ai passé l'été à faire une série de pigments, en fait, des encres qui ont servi à une exposition qui a été exposée l'automne dernier aussi, mais qui était née au départ d'une recherche syntaxique vraiment minimale. C'est vraiment pas important dans le livre, mais c'est devenu très riche. Et là, il y a certains éléments liés au travail de la pigmentation que je suis en train de réintégrer, mais d'une façon beaucoup plus poussée, parce que là, je l'ai testé, je l'ai expérimenté, je l'ai senti dans mon corps. Dans mon prochain roman, il y a ce travail-là de la fabrication pigmentaire à proprement parler. Donc, des fois, il y a une espèce de mouvement de bascule qui amène d'un côté, qui ramène de l'autre, puis qui est pas mesurable de façon spécifique, mais clairement, tout ce qui constitue mon quotidien, qui est quand même très créateur, très basé sur les arts, vient renourrir l'écriture, qui vient redonner des pistes d'inspiration créative. Vos mains en témoignent. Oui, il est arrivé une catastrophe de crayon tantôt, je m'excuse. Paolo, c'est à vous. Et donc, elle a précisé tout à l'heure, Audrey, ce n'est Ouais. pas du sang, ne vous inquiétez pas. Euh, Ah non, c'est un stylo brun-rouge qui a comme explosé dans mes mains il y a quelques minutes avant qu'on commence. Voilà. Paolo. Alors oui, ça a failli, ça a été aussi mis en scène, mais à un stade où justement on avait le conférencier et la chorale,
mais c'était un stade où il n'y avait pas, en gros, il y avait Sissine, Nenel et l'armée. Il n'y avait pas la plupart des personnages. Maintenant, si j'imagine au théâtre, je pense au cauchemar que peut vivre quelqu'un qui veut l'adapter en forme théâtrale. Après, les chants qui, en fait, étaient à la base du roman et qui sont fictionnalisés, qui sont mis en scène. Dans le roman, parfois, ils sont traduits, parfois, on dit que des gens chantent, parfois, je translittère la parole des chants. Ces chants-là, il y a un trio de chanteurs français qui est en train de les travailler et on les entendra à Besançon le 20 septembre dans le cadre du festival Livre dans la boucle. Et je suis très content de ça. Après, il y a, avec ces mêmes chanteurs, on se dit qu'on va, si l'occasion se présente, de faire une espèce de forme de récital dans lequel il peut y avoir des extraits du roman lu et des chants qui viennent s'entremêler. Il y a une metteuse en scène qui est intéressée. On verra si on donne suite à ça ou pas. Et je sais qu'il y a un réalisateur qui a lu ça et qui a commencé à réfléchir. Moi, je serais ravi de ce que ça pourrait donner. Je ne sais pas ce que ça peut donner à l'image. Il n'a aucune idée. Je serais ravi que ça se fasse, mais on verra. Moi, si j'ai vu que vous parliez de Charlize Theron pour un pot de sang, moi, j'ai imaginé au réalisateur qui pourrait faire un travail avec une sensibilité que je sens proche sur Fayel, c'est les frères Tagliani. C'est des réalisateurs italiens mais qui maintenant sont un peu âgés. Et ça, j'adorais, mais bon, ça reste. On leur conseille en tout cas à tous les deux, aux futurs réalisateurs de vos deux films, d'économiser, parce que là, au niveau du budget, ça risque d'exploser, clairement, avec tous les univers que vous y avez mis. Ça paraît démesuré, mais sait-on jamais. Aujourd'hui, tout est possible. Je vous ai demandé en amont de la rencontre de préparer, de nous formuler un auteur méconnu. Le Tripode fait partie des maisons d'édition qui publient des auteurs parfois méconnus, oubliés, comme Golardia Sapienza notamment. Qui avez-vous choisi de mettre en avant ce soir? Moi, c'est pas une autrice oubliée, mais elle est méconnue, mais pas méconnue. C'est une femme qui gagnerait à être encore plus lue qu'elle l'est. C'est Catherine Lalonde, qui est une autrice au Québec, qui publie au Cartanier et qui a publié en 2017 un livre qui s'appelle La dévoration des fées et qui est un roman poétique, un conte. On peut vraiment lui donner le nom qu'on veut. Euh, qui amène un travail à la fois sur la langue et sur les tabous qui est absolument fascinant, absolument saisissant et moi je l'ai reçu, j'étais en train d'écrire Blanc Résine à ce moment-là, donc ça fait quand même quelques années. Je l'ai reçu comme une immense permission littéraire. Donc c'est vraiment une œuvre à découvrir. Les autres livres de Catherine sont aussi publiés au Cartonnet, mais c'est des livres plus anciens qui ont été repris récemment. Donc, Cassandre et l'autre, j'ai un blanc de mémoire sur le titre, mais qui sont donc vraiment plus des recueils poétiques sous forme vertifiée. Dans La dévoration des fées, on est dans une forme prosaïque. Puis il faut savoir aussi, Catherine, elle a une formation de danseuse. Et cette trace-là du corps et de l'exigence infligée au corps est vraiment en place dans sa poésie et dans son travail littéraire en général. Donc, pour l'écriture du corps, pour le travail des tabous, ça vaut vraiment la peine. Et notamment pour le côté conte, finalement, qui vous Oui, rapproche aussi. oui, vraiment Qui un livre. détournait même. Oui, puis en fait, un jeu sur les époques aussi. Il y a beaucoup d'éléments qui nous rapprochent, mais elle a fait des choses dans ce livre-là qui m'ont semblé tellement audacieuses. Puis au moment où je ne peux pas vous les dire parce que je vais vraiment court-circuiter l'efficacité de son œuvre si je fais ça, mais c'est vraiment un texte intéressant. Alors, Paolo, c'est à vous. Moi, je vais tricher parce que je vais prendre un binôme, mais ils viennent tous les deux du même pays. Et je vais tricher parce que, pareil, comme Audrey, c'est la première autrice que je vais citer, elle n'est pas vraiment méconnue. Elle a été beaucoup lue les décennies précédentes. Et là, il y a un petit ralentissement et j'aimerais bien remettre de la lumière
sur elle, c'est Agota Christophe qui a écrit une œuvre sensationnelle en français. Elle est hongroise à la base. Et elle a écrit une trilogie que maintenant on peut trouver en poche chez Point qui s'appelle Le Grand Cahier, sous le titre Le Grand Cahier. Et c'est une femme qui à la base était une poétesse, qui était poétesse en hongrois, en Hongrie, qui a fui la Hongrie au milieu des années 50 et qui s'est retrouvée ouvrière en Suisse et qui écrit une œuvre pour moi sensationnelle. Si vous voulez savoir un peu plus sur son histoire, elle a écrit un petit livre autobiographique qui s'appelle L'Analphabète sur l'expérience de ne plus savoir écrire une langue qu'on parle, parce que c'est ça qui s'est passé pour elle dans le français qu'elle a appris à l'usine en Suisse. Et elle écrit cette œuvre qui est une œuvre pareille où on est un peu perdu par rapport aux repères. On comprend qu'on est à peu près dans le XXe siècle, dans un pays en guerre, et c'est une œuvre d'une puissance incroyable, le Grand Cahier. Et je cite quelqu'un, du coup, très très peu connu en France, dont les éditions Tristram viennent de retraduire le roman le plus important. C'est un roman jeunesse qui s'appelle Les garçons de la rue Pâle de Ferenc Molnár. Et c'est un livre jeunesse. Là, c'est le lecteur enfant qui. C'est un livre qui a été écrit en 1906, en 1908. C'est le lecteur enfant qui se réactive. C'est un peu dans un univers un peu comme La Guerre des boutons, mais d'une beauté et d'une intelligence relationnelle sur ce qu'est le monde des enfants que j'ai rarement trouvé ailleurs. C'est vraiment extraordinaire. Très bien. Alors, je partageais juste le lien. Voilà, comme ça, vous l'avez. Audrey, vous conseillez, alors il y a une question d'Amandine, vous conseillez quelle œuvre Dany Lebrun qui vous a inspiré, s'il y en a une qui Dany Lebrun. Attendez. Non, c'est Dan Hébert? Ah, Dan Hébert. Oui, pour Anne Hébert, je vous dirais, il y a Les enfants du sabbat, qui est un livre un peu humoristique, mais vraiment assez trash, en fait. Mais sinon, c'est Les Fous de Bassan, qui est probablement... On connaît beaucoup Kamouraska, Dan Hébert. Kamouraska, ça va envie d'un texte qui est beaucoup plus du côté hivernal, puis dans une sorte de lenteur. C'est intéressant. Moi, j'ai vraiment préféré les Fous de Bassan, puis Les Enfants du sabbat. Les Fous de Bassan est probablement la meilleure porte d'entrée pour découvrir son imaginaire. Les Enfants du sabbat, c'est très, très, très réussi, mais c'est plus violent, c'est plus trash, c'est plus désordonné aussi. Comme, il y a plus d'exigences d'accès à l'imaginaire de l'autrice, alors que dans Les Fous de Bassan, il y a quand même vraiment tout son univers charnel, sensuel. On est au bord de la mer, donc ça vaut vraiment la peine aussi. C'est une bonne porte d'entrée. Très bien. Et alors maintenant, la dernière question, alors sauf si d'autres en ont encore, c'est le moment. Mais avant ça, vous êtes des créateurs d'imaginaire, clairement, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors la question que je pose régulièrement à chaque auteur, vous sciez à merveille, puisqu'on va parler du futur. Tout à l'heure, vous avez parlé d'intelligence artificielle, et aujourd'hui, les auteurs, les écrivains n'ont finalement que cela à la bouche. Tous les auteurs parlent d'intelligence artificielle et ont peur de ce qui va arriver plus tard pour l'écriture, pour la littérature. Beaucoup, en tout cas, en parlent. Est-ce que c'est aussi votre crainte, finalement? Comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez 2074 dans 50 ans? Comment vous projetez-vous? Première des choses, là, pour avoir des conversations avec l'intelligence artificielle avant qu'elle puisse écrire les livres que je suis en train d'écrire ou que j'ai créés. C'est pas les suggestions c'est mathématique. Donc, c'est une structure d'addition et de co-occurrence et d'évidence. Donc, c'est très peu créatif en ce moment, malgré le frégaton qui était une belle anecdote. Moi, j'ai l'impression que dans 50 ans, moi, je vais avoir l'impression, moi, rendue à 90 ans, euh, que le monde a changé. Mais concrètement, le monde change pas. Puis je pense que c'est un peu ce qui est extrêmement confrontant de ce qu'on vit en ce moment, ne serait-ce que d'un point de vue politique, par exemple. Euh, on a l'impression que des choses qu'on avait résolues, comme on a l'impression d'un recul, alors que j'ai l'impression que c'est davantage une circularité. Puis il y a
des idéaux qui reviennent, des moments aussi d'espèce d'apathie ou d'incapacité ou d'impossibilité d'agir qui reviennent. Donc, tout ça est très circulaire. Puis, tu sais, je travaille beaucoup, beaucoup en ce moment sur les mythes pratiquement originels. Donc, du côté de l'Antiquité, mais même vraiment avant, les humains sont exactement pareils aujourd'hui qu'il y a 3000 ans. Une des choses vraiment frappantes qui m'a beaucoup saisie, parce que justement, j'étais dans ce processus de réflexion-là, j'ai été obtenir un certificat d'écuyère fouetteuse de crème chantilly à Chantilly, et j'ai donc visité le musée de Chantilly puis la collection d'œuvres qui étaient là. Et c'est très particulier parce que les œuvres ont toutes été restaurées, contrairement à la plupart des œuvres gigantesques qu'on voit qui ont 200, 300 ans et qui ont donc accumulé une certaine couche de jaune, en fait, par-dessus. Ces œuvres-là ont été nettoyées. Puis c'était vraiment bizarre. J'étais avec mes parents, puis je disais à ma mère, mais c'est littéralement comme si c'était des gens de notre époque qui étaient déguisés avec des costumes de d'autres temps. Donc, j'étais comme, mais il me ressemble, je dirais, il ressemble au voisin d'à côté de chez moi, là. Je veux dire, c'est pas. Alors que déjà, mettons, la petite couche de saleté, elle leur donne une espèce d'effet de distance. Mais concrètement, ces gens-là, ça pourrait être mes voisins, ils suivent une autre mode. C'est littéralement la seule différence. Les inégalités sociales, sociétales, on peut agir, il faut continuer d'agir dessus, mais elles vont rester les mêmes. Mais ce qui est beau à travers ça, c'est que les gens ils vont continuer ce sera plus, je reviens sur les inégalités sociales, c'est plus des rois, mais c'est que c'est milliardaires. À une autre époque, ça va être d'autres choses. Ces choses-là se manifestent de nouvelles façons d'une époque à l'autre. Elles vont continuer de le faire, mais elles vont rester les mêmes. Mais ce qui est beau, c'est que ça veut dire que il y a 10 000 ans, les gens aimaient de la même façon que nous, on aime aujourd'hui. Ils ressentaient la même détresse quand ils vivaient quelque chose de triste. Ils ressentaient le même émerveillement à voir le soleil se lever ou l'automne arriver. C'était la même joie. Puis cette joie-là, l'automne ne voudra plus dire la même chose, c'est sûr. Mais l'émotion, elle, devant le phénomène, va rester la même. Donc, pour moi, il y a quelque chose de peut-être fataliste, mais je le vois. Mais c'est pas quelque chose qui me déprime, c'est quelque chose qui me rassure quand même, de savoir que ça change, mais ça change pas tant que ça. Puis si moi, dans 50 ans, j'ai l'impression que le monde a changé, c'est parce que moi, j'ai vieilli. Et non pas parce que le monde, lui, est si. Les émotions, les humains vont rester les mêmes. Ce qui prouve que Peau de sang se lira dans 100 ans ou dans 50 ans et sera toujours universel. En tout cas, ça. Ben, j'espère. En fait, le message est difficilement. Pas, j'espère, je veux dire, ce serait extraordinaire, ce serait vraiment merveilleux. Mais tu sais, le message ne sera pas décalé, sera pas plus adéquat dans 50 ans ou dans 100 ans. Donc, pourtant, ça va être encore la même chose. Voilà. Paolo, j'avoue. Grosse pression. Ben, moi, j'ai pris au pied de la lettre l'invitation que tu nous as fait à nous projeter dans 50 ans. Et alors, je crois que je suis mort, j'en suis pas sûr. C'est-à-dire que là, ça fait plusieurs années que, que je marche, mais j'arrive pas à rencontrer d'autres êtres humains. C'est-à-dire le dernier souvenir que j'ai d'autres êtres humains, c'était au moment où j'avais un cancer du pancréas. Et comme tous les mâles de ma famille, et c'est il y a longtemps déjà. Et là, je me promène dans un monde dans lequel, en effet, il y a des structures qui sont des bâtiments, qui sont des routes, où il y a un peu la nature qui a pris le dessus, mais pas tout à fait. Mais du coup, je ne sais pas si c'est parce que la race humaine a complètement disparu, et du coup, je suis là, ou c'est moi qui suis dans une espèce dans des espèces de limbes. Parfois, j'entends des rires, j'ai l'impression que c'est des rires humains. Est-ce que c'est quelqu'un qui me regarde, qui rit de moi? Est-ce que c'est des échos de quelque chose de lointain? Est-ce que je fais partie, maintenant ça me vient à l'esprit, d'une simulation d'une IA? J'en sais rien. Il y a des bruits quand même, il y a de la vie, il y a de l'eau encore, mais j'arrive pas à retrouver des endroits que j'ai déjà connus. Voilà, je suis un peu désorienté. C'est ça que ça me fait.
Très bien, très bien. En effet, vous êtes bien projeté. Vous êtes bien projeté. On est entre les deux finalement. C'est pas non plus cataclysmique. On n'est pas sur un post-apocalyptique, presque, mais en tout cas, on n'y est pas. Ça démontre bien aussi que vos deux romans laissent aussi beaucoup de portes ouvertes. J'ai l'impression que euh, il n'y a aucun manichéisme. Je trouve qu'à chaque fois, chacun de vos personnages permet quand même de s'identifier et à la fois d'aimer ou de détester. Mais en tout cas, vous laissez la porte ouverte. Et c'est ça que je trouve aussi très intéressant et de ne fermer aucune porte. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être pour finir cette rencontre, Frédéric? Est-ce que... Waouh, moi, j'étais encore dans la vision Oui, de oui. Paolo, donc je me promenais. Moi, j'aime bien les histoires. Voilà, je pense que dans 50 ans, on se racontera encore des histoires et que tout ira bien. Voilà. Eh bien voilà, on va terminer sur cette note Tout ira positive. bien. Ah, C'est Audrey, une bonne manière. Non, non, je trouve que c'est une parfaite manière de finir les choses parce que moi aussi, je crois que tout tout finira par ira, s'en. ben, pas mieux que maintenant, mais pas pire non plus. Tout cas, l'être humain a toujours su trouver les solutions. J'imagine qu'à un moment donné, on en trouvera forcément. En tout cas, il faut garder cet optimisme-là. Merci infiniment à tous les trois. Paolo pour Fayel et les histoires du monde. Audrey Villelmi pour Peau de sang. On vous souhaite le meilleur pour cette rentrée littéraire. Ils sont sortis il y a très peu de temps et on espère que ce sera une belle aventure comme l'ont été beaucoup de romans de rentrée littéraire du Tripode avec Frédéric Martin à la baguette, comme toujours, au choix juste et affiné pour Type découvrir du de nouveaux tripode auteurs. à la baguette. Le Tripode, tout à fait, le vagabond des étoiles. Merci infiniment à tous les trois et merci à tous. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Avec un grand plaisir à tous les deux. Au revoir tout le monde. Merci Anthony. Ciao.